deuxième table ronde de la matinée. Donc, toujours dans la médiologie, mais plus strictement un zoom sur l'image. L'image en médiologie a joué un rôle très important parce que c'est une question qui traverse tout l'imaginaire, l'œuvre, le style de Régis, mais aussi parce que dans la succession des grandes sphères médiologiques, c'est-à-dire logosphère, graphosphère, vidéosphère, hypersphère, c'est une sphère importante qui occupe une place décisive entre la tradition de la graphosphère et puis l'arrivée donc d'une ère où l'image avec la photo, 1830, le cinéma, 1895, etc., acquiert un droit de cité considérable dans la culture, en nous amenant doucement vers notre société et la prévalence que l'image a fini par y prendre, dans la logique de réflexion comme celle de McLuhan, par exemple. La médiologie s'est occupée beaucoup de cette puissance de l'image. Mais toute l'image, c'est-à-dire aussi bien celle de la grotte Chauvet, où on a réussi à aller, grâce à Régis, dès son ouverture, c'était une beauté, jusqu'à l'image numérique, avec ceci que cette quatrième sphère médiologique, l'hypersphère, donc celle de la culture digitale, est un peu différente de toutes les autres. C'est-à-dire, les autres sphères ont réussi à cohabiter sans se manger, sans que la plus récente mange les plus anciennes. On a continué à parler et à faire de la transmission orale tout en ayant déjà l'imprimerie. On a continué à imprimer des livres, des magazines, des revues, quand on a eu la photo et l'image mouvante. Mais depuis qu'on a l'image mouvante, est apparue donc cette sphère hyper, ou numérosphère, celle de notre temps, véritablement, de notre révolution culturelle numérique, qui, elle, a tendance à tout manger. Et la logosphère, et la graphosphère, et la vidéosphère. Quelque chose de nouveau qui constitue pour la médiologie une véritable question centrale. Qu'est-ce qui se passe lorsque les sphères cessent de s'entrecroiser pour laisser place à une sphère cannibale, celle qui est en train de manger l'image aussi bien que les mots, l'enregistrement des sons, etc. Alors, la vidéosphère dont on va parler ici, l'image dont on va parler, c'est celle de Régis, et celle qui, au fond, traverse toute son œuvre, tout son imaginaire, et j'irais jusqu'à dire son style, qui est un style où l'image est très puissante, et au fond, l'essentiel est là, quand même, dans le style, il me semble. Et je voudrais commencer par un extrait d'image. On va avoir quelques extraits d'image. Un extrait d'image à son, qui est une petite minute avec Jacques Derrida, où on découvre que, au fond, Derrida est l'homme du livre qui n'avait pas d'image, tandis que Régis est l'homme de l'image qui a dû se faire lire. Voilà. Jacques Derrida, on voit très peu à la télévision, pratiquement jamais. Très peu, quelquefois avec vous, mais en effet très peu. Comme vous d'ailleurs aussi, Régis Debray, vous n'aimez pas la télévision non plus. Si, je la regarde énormément, notamment pour m'endormir. Mais vous, Régis Debray, il y a toujours l'idée chez vous qu'il y a une certaine corruption par la notoriété. C'est pour ça que vous tenez un peu en recul de la comédie parisienne, comme Jacques Derrida. Il y a le cas inverse de Jacques Derrida, qui a publié sans qu'on connaisse son visage. Moi, on a connu mon visage avant que j'ai publié quoi que ce soit. Et on a beaucoup plus vu ma photo que lu mes livres. Donc ce sont deux cas de figure tout à fait opposés. Effectivement, une certaine notoriété, surtout si elle est de mauvaise aloi, c'est-à-dire si elle vient d'un accident
biographique ou d'un engagement politique. Cette notoriété-là Là, c'est quand vous avez peut fait vous la manger. prison en Bolivie. Cette notoriété-là peut vous absorber. Oui, parce qu'il y a eu un procès, une affaire de Bray, comme on dit, et puis cela vous reste un peu comme une tunique de Nessus, et donc le problème est d'effacer la photo et d'ouvrir le livre, ce qui est très difficile aujourd'hui. Alors, c'est une façon d'introduire de manière plaisante la séquence image donc, dans nos propos, puisque d'une certaine façon, Régis aura quand même, on va le voir très très vite, publié beaucoup de livres sur l'image. Et dans son œuvre, ça prend une place considérable. Juste un mot sur la table ronde. Nous avons 2 stars à cette table ronde. Ernest Pignon-Ernest, plasticien, Costa Gavras, cinéaste. Et au fond, ils sont là surtout parce que ce sont de vieux amis de Régis, mais ils sont là aussi parce qu'ils sont, disons, centraux l'un et l'autre sur la question de l'engagement et de l'image. Donc on aura une discussion avec chacun d'entre eux le moment venu au cours de cette deuxième partie de matinée. Mais commençons par le fait que notre histoire médiologique, entre 90 et 95 et aujourd'hui, a traversé évidemment des moments où l'image est devenue un vrai centre problématique pour l'histoire, en correspondant tout à fait à ce que la médiologie était en train d'essayer de faire comprendre. Vous allez voir une petite séquence où se trouve évoquée en direct pratiquement l'affaire des Tours de 2001, quoi. Il se trouvait qu'à l'époque, on faisait, Régis et moi, une émission à France Culture qui s'appelait Le Cercle des médiologues. On avait enregistré la première émission du Cercle des médiologues, je crois, le 5 ou 6 septembre 2001. Et on devait diffuser un petit peu après, dans les 15 jours plus tard. Et il y a eu le 11 septembre. Régis a dû réenregistrer une sorte d'introduction à l'émission. Évidemment, il a fallu le faire du tout au tout. C'était une émission sur transparence, je crois, et secret et transparence. Et vous allez voir, écoutez aussi ce qu'il en dit, qui a fait un scandale absolu, évidemment, à France Culture. On ne nous a pas virés parce que... mais c'était tout juste. Tu nous envoies la séquence du 11 ? Notre médiasphère aujourd'hui, disons pour aller vite, c'est la vidéosphère. Or, la vidéosphère est un monde de voyeurs aveugles qui ne voit du monde que ce que ses caméras lui en montrent. Ce qui a permis aux États-Unis de conquérir le monde, c'est-à-dire le cinéma, le jeu vidéo, la pub, la série télévisée, les rendent étrangers à tout ce qui n'est pas de l'ordre du visible. Autrement dit, l'image aveugle, l'écran fait écran. Les images étaient les alliés des Américains, ils sont peut-être devenus leurs ennemis. Au fond, les puissants, nous, on a toujours filmé les bombardements depuis nos bombardiers et nos hélicoptères, de haut en bas. Un peu comme nos missiles sont air-sol. Et on peut comprendre le traumatisme qui a consisté pour nos amis américains de voir regarder caméra au sol ce qui pouvait ou non leur tomber du ciel. Disons, le sol-air, jusqu'ici, c'était pour les Vietnamiens, les Irakiens, les Libyens, les Yougoslaves. C'était pour les voyous cloués au sol et qui n'ont que ce qu'ils méritent. Image saisissante, digne de l'un de ces films de science-fiction dont raffolent les Américains. Mais hier à New York, il ne s'agissait pas de cinéma. Donc, et évidemment, rappelons-nous que le 11 septembre avait été avant 2001, 1973, et la mort d'Allende. Alors, je passe directement la parole à Kevin sur ce qu'il
ce qu'il a envie de savoir du travail d'Ernest. Comment, dans le rapport à l'image qui s'est construit fort hein, sur la problématique engagement et image à travers l'œuvre d'Ernest, comment les croisements avec la réflexion de Régis s'est construit. Tu crois que tu as un texte pour... Oui. Ouais, ça serait bien. Tout à fait. Ouais. Donc, Régis, vous êtes un homme de l'écrit, mais aussi vous vous décrivez comme idolâtre heureux et fier de l'être, un rétinien de naissance. Votre opium préféré, c'est le stupéfiant image, que vous empruntez à Aragon. Et au-delà, ce qui nous a marqué, c'est qu'au-delà de la stupéfaction, vous arrivez à retraduire, grâce à votre sensibilité, les sensations que les images vous provoquent. Et notamment celles de vos amis, parce que là, c'est le rendez-vous des amis, comme vous l'indiquiez dans le stupéfiant image. Les images d'art que nous aimons regarder sont celles qui nous regardent de près. Le hasard des rencontres et des amitiés nous a mis sur leur chemin, mais si l'on s'arrête devant celles-ci plutôt que devant d'autres, c'est qu'elles ont réveillé en nous des affinités insoupçonnées. La connivence préside à ce genre d'élection, qui n'a rien du palmarès et tout de la confession. Pourquoi tel créateur de forme et non pas son voisin? Les deux laisseront des traces de leur passage sur Terre. Celui qui nous a donné envie de nous épancher a simplement, et ce n'est plus sa faute que la nôtre, mis ses pas dans les nôtres en donnant des traits et des couleurs à quelques rêveries intimes. Et vous dites, et vous mettez vos pas sur ceux de votre ami Ernest Pignon-Ernest, toujours dans le stupéfiant image. Ernest Pignon-Ernest fait passer les morts du côté de la vie. Ce Caron à l'envers est l'initiateur du street art, genre florissant, dont il a haussé les images qui s'effacent en blasons qui demeurent. Ernest Pignon-Ernest, on le sait, intervient sur le mur des villes avec des dessins au crayon, à l'encre ou des sérigraphies, multipliés à des centaines d'exemplaires qui collent de nuit en des lieux choisis. Idée lumineuse que de tapisser les escaliers du Sacré-Cœur et du métro Charonne, où périrent 8 manifestants en 1962, avec les ombres des communards tombés en 1871. C'est la mise en cordée des 100 grades à travers l'histoire, sacrifiés pour une idée et faisant la chaîne d'un siècle à l'autre. Ces morts-là ont du ressort. Ils nous aident à monter les marches. Venant des contrebas, ils tirent les vivants vers le haut. Si je n'avais à choisir qu'une allégorie en noir et blanc pour illustrer ce que nos princes analphabètes appellent l'identité de la France, c'est-à-dire son histoire, je ne prendrais pas la Tour Eiffel ni l'Arc de Triomphe, mais cette photo prise en 1971 qui vaudrait carte postale, mais que les touristes n'ont guère l'occasion d'apercevoir. Le Sacré-Cœur en contre-plongée, vu du bas du grand escalier de Montmartre, recouvert de tous ces cadavres remontants, silhouettes grises et blanches de miséreux sur lesquelles force nous serait de passer si l'on voulait accéder au point le plus élevé de Paris. L'ordre moral en haut, mastodonte romano-byzantin avec coupole et compagnie, pécamineuse expiation. La semaine sanglante en bas, avec ses fantômes en vrac, remontant des ténèbres, affleurant le granit. Comme un murmure d'ombre plate, au pied d'un alexandrin de pierre, une mémoire tactile, persistante comme un remords, en contrebas d'un monument aussi lourdingue que vaniteux. Loué soit Ernest Pignon-Ernest d'oser juxtaposer le profane et le sacré, le vivace anonyme et le funèbre illustre. Je dois dire à propos d'image que je faisais des interventions comme ça sans penser à l'image. J'avais fait ces images par rapport à la commune. C'était l'anniversaire, le 100e anniversaire de la commune. J'ai fait ces images de gisants que j'ai collées chaque soir dans des lieux des dernières barricades de la commune. Et la dernière nuit, mais je faisais ça comme une espèce d'intervention. À l'époque, on employait plus le mot happening encore, une chose comme ça. Et je n'avais pas pensé photo. C'est-à-dire, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans la nuit
qui m'a accompagné, qui a fait les photos. Je ne pensais pas que ça resterait. Ah oui. C'était des interventions comme ça. Et c'est un miracle. Je suis ravi. Hein. Mais il m'a manqué de la colle dans la nuit. Je ne vivais pas encore à Paris. Je suis allé chez un ami de Toulon. Je ne savais pas où aller chercher de l'eau, parce qu'il faut des grosses... Tout à l'heure, je disais, on a les mains, pas dans le cambouis, mais dans la colle, et pour coller ces choses-là. Et donc, par hasard, je suis allé chez un copain de Toulon, et il avait un ami qui arrivait. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, je colle. Il me dit, je peux venir? Et j'ai ces photos qui sont sorties là, et quelqu'un a fait une thèse dessus, dans plus de 300 livres, complètement par hasard. Je ne pensais pas que ça se figerait. Je pensais ça a quand même servi pour ton travail de façon régulière. Oui. Mais sinon, la façon dont ça s'inscrit dans les lieux, là, je provoque des espèces d'anachronismes volontaires. Je prends l'image de la commune et je le colle sur les escaliers du métro Charonne. Au fond, mon travail est un peu bâti sur une espèce d'interaction. Je saisis un lieu et je viens glisser une image qui vient ou le perturber ou réactiver la mémoire du lieu. Tout est bâti sur cette interaction. Et de toute façon, c'est le moment où tu inventes ce rapport entre l'espace urbain, ton œuvre et l'action, proprement dite, l'action plastique que tu engages. Il y a eu beaucoup de enfin, ça a été interprété comme une espèce d'acte à propos de l'engagement un peu au premier degré, alors que mon projet, c'était pas ça. Je veux dire que je n'ai pas... il y avait de ma part aucune... D'abord, je n'étais pas dans ce milieu. Je ne viens pas du milieu des arts plastiques. Donc, les gens de ma génération, beaucoup de Mao et tout ça, ont fait des interventions, ont fait des affiches, contre les galeries, contre les musées. Moi, j'estimais que ce sont des choses de nantis. Je n'ai jamais fait un truc contre les musées. Je suis intervenu dans la rue parce que c'est au fond, mon travail, ça peut se résumer comme ça. C'est une intervention dans l'espace réel et les résonances que ça provoque. Elles peuvent être poétiques, politiques, sociologiques, anthropologiques, selon le thème. Voilà la façon. Et tout est basé sur un lien très... On peut avoir une chose de Naples. Je peux donner un exemple. Ah oui. Je développe un peu ça bien ou non? Sûr. Oui, bien sûr. Une autre, s'il te plaît. Non, parce que là, c'est trop compliqué. L'autre après, si c'est possible. C'est parce que c'est même plus facile. Voilà, je vais juste reprendre un exemple de la façon dont ça va. J'ai beaucoup travaillé à Naples, et en ce sens, c'est pas un hasard, je me permets de dire complicité avec Régis, puisqu'il m'a rejoint à Naples, cette interrogation permanente sur les mains dans le cambouis, mais sur le sacré toujours. Voilà. Donc, un des thèmes que j'ai traité à Naples, c'est cette présence de la mort qu'a cette ville qui est coincée entre le Vésuve et la Solfatare, entre deux volcans, où déjà Virgile met l'enfer au-dessous. J'ai beaucoup travaillé sur ces liens, les représentations de la mort. Là, c'est un parcours que je fais qui est lié aux épidémies. À ce moment où je fais tout ça, il y a le sida. Donc, ces personnages... C'est un dessin. Déjà, le fait d'affirmer que je dessine, c'est un choix éthique, quelquefois. Je dis ça, on en parlait tout à l'heure, selon ce qu'on a dans la main, ça compte. Donc, cette image, c'est une référence je fais poser des modèles en m'inspirant des peintures de la Grande Peste du XVIIe siècle. Je fais cette image-là qui a un caractère caravagesque, la façon dont je fais circuler la lumière sur le corps, sur les tissus. Souvent, je fais des citations. L'image précédente, on a vu passer, c'est une citation de David et Goliath. Là, je n'ai pas trouvé l'image pour qu'elle fonctionne dans la rue, il y a un problème d'espace, de construction. Donc, je me suis fabriqué, au fond, une citation. Donc, cette image, elle est collée. On est, vous voyez l'église à côté, cette église est une espèce d'ex-voto par rapport à la Grande Peste du XVIIe siècle. J'ai collé ces images, j'ai dû en coller entre 30 et 40. Le collage dessine un parcours à travers la ville sur des lieux très chargés liés à la mort, au souterrain, aux éruptions du Vésuve. Vous voyez, je veux dire, dessine un parcours dans la ville. Je dessine ce personnage, c'est imprimé. Là, ce sont des sérigraphies. Quelquefois, je colle des dessins originaux.
là, ce sont des sérigraphies, comme je vous dis, il y a une 40aine d'exemplaires. C'est imprimé sur du papier journal très, très fragile. Hein. C'est du papier journal, c'est des chutes de rotative. Et ma proposition en plastique, elle est dans l'image qui fait référence aux pestes, mais elle est aussi, vous voyez, je ne les colle. C'est du papier, donc je dessine cette main qui est très fragile, comme ça, du type qui est porté. Elle est imprimée sur un papier journal très fragile, et en fait, je ne les ai collés que dans des endroits où le sol est la lave du Vésuve. Vous voyez, ces grosses dalles qui font souvent 100 par 80, qui sont là depuis des siècles. Et donc, la proposition plastique, elle est... Dans les arts plastiques, il y a un type comme Anselmo qui joue beaucoup sur ça. Donc, il y a ce papier très fragile qui vient s'appuyer sur ces dalles noires. Les lieux choisis, là c'est par rapport donc à la peste, comme je vous disais. Et ces images-là, je ne les ai collées que dans la nuit du jeudi saint et du vendredi saint, dans un contexte très fort, à Naples. Vous voyez, je veux dire que ça fait partie de la réception, complètement, le moment où on la rencontre. Voilà. Donc, je veux dire que ma palette, mon matériau, c'est mon dessin, c'est le sol de Naples, avec tout ce qui signifie, parce que c'est le Vésuve, c'est la lave, c'est la menace permanente sur la ville et tout ça. Voilà. Ma palette, elle est constituée de tout ça. Oui, et là encore, la matérialité et le symbolique sont en permanence conjugués. Kevin, tu as une question à poser à Ernest ? J'ai pas vraiment une question, mais du coup, Régis, vous avez écrit contre Venise, et en fait, c'est aussi un pour Naples. Et vous évoquez d'ailleurs l'œuvre d'Ernest Pignon-Ernest. Et Ernest, tu as contribué aussi, comme on se discutait ce matin, au cahier de la médiologie sur le papier. Oui, tu as écrit un papier sur le papier éphémère. Bien sûr, on a beaucoup parlé de ça. Cette fragilité fait partie de mon projet complètement. Je veux dire, le fait qu'elles font disparaître c'est pas une séquelle, c'est un parti pris. Voilà. Ouais. C'est ce qu'on n'a pas tout à fait compris, le street art. Ouais, non, déjà, je déteste. Quand on me dit street art, je réponds pas. Parce qu'implicitement, ça sous-entend déjà que ça vient des États-Unis. Alors c'est pas une garantie de qualité, mais j'ai fait ça à 40 ans avant les Américains. Donc, c'est pas pour ça que c'est mieux. Mais en tout cas, j'ai fait commencer ces interventions en 1965. Voilà. Et tu peux nous dire quelques mots de Nice ? À Nice, oui, quelquefois. Je prends souvent cette image de Nice parce que souvent on a dit que je faisais des œuvres en situation et je retournais en disant non, j'essaie de faire œuvre des situations. Il se trouve donc que je suis niçois. En 1974, vous le savez, peut-être vous vous rappelez, le maire de Nice était un voyou puisqu'après il s'est échappé comme un gangster, mais il avait décidé de jumeler Nice avec Cape Town et créer des relations avec l'Afrique du Sud, un mois après que les Nations Unies aient déclaré l'apartheid crime contre l'humanité. Donc il y avait une grande fête qui traversait toute la ville pour fêter ce jumelage entre Nice et Cape Town, avec un match de rugby, puisque c'était l'équipe de rugby qui représentait l'Afrique du Sud à ce moment-là. Et donc sur tout le parcours, grâce à là, d'habitude je colle toujours les choses toute seule pour le plaisir, avec beaucoup d'attention. Là, on était une vingtaine, et on a fait sur tout le parcours et toutes les entrées de la ville cette image qui montrait un peu ce que cachait le jumelage, quoi. Une famille de noirs derrière des barbelés. Là, on a collé plusieurs centaines partout sur tout le parcours et tout pendant toute la nuit. Oui, ça m'a amené à rencontrer Nelson Mandela et tout ça, quoi. C'est vrai qu'on aurait dû peut-être mettre un Pasolini pour l'actualité quand même de son... Oui, j'ai pas... Ouais. Toutes ces images ont plus de 40 ans. Hein. Voilà. Oui, et je continue à en faire. J'ai collé, il y a moins de 10 mois, une image à la Havane, une espèce d'hommage à Alejo Carpentier, au magnifique concert baroque de Carpentier. Voilà. Et il n'y a pas une histoire entre Régis et toi, de rencontre? Oui, nous étions même ensemble à Haïti. J'ai essayé de faire un travail sur Jacques-Stéphane Alexis. Voilà. On est resté quelques jours ensemble à Haïti, à Naples. Je dois beaucoup. Régis est une référence permanente. Et cette affirmation
tout en étant athée, matérialiste du sacré, cette quête essentielle. Oui. Vraiment. Dessiner les personnages que je fais, grandeur. Au fond, moi, ce que je fais, la seule dont je me sens le plus proche, ce sont plus d'espèces de rituels, comme il y a à Sienne, où on amène les saints dans la rue, grandeur nature. Mais mes choses, les représentations de l'humain, grandeur nature comme ça, s'inscrivent dans quelque chose qui est de l'ordre du sacré. Ouais. Oui, d'ailleurs, c'est dans les textes, Régis le dit. Et toi, dans ton travail, la matérialité est symbolique. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire qu'il y a une verticalité dans le choix de l'endroit, dans la puissance de l'histoire. Moi, au fond, comme je disais tout à l'heure, mes œuvres, ce sont les lieux eux-mêmes, en quelque sorte. Ce sont les lieux. J'essaie de saisir le potentiel symbolique, poétique, historique. J'essaie de faire entrer l'histoire dans l'émotion poétique. Et en quelque sorte, même c'est-à-dire, je choisis les lieux à la fois du point de vue plastique, pour leur qualité. Je fais un travail de peintre ou de sculpteur. Donc, j'essaie de choper tout ce qui se voit. Comment la lumière vient sur les lieux et tout ça. C'est pas par hasard la chose. Là, c'est plus brut. Mais des choses comme Naples, c'est un long travail d'élaboration. Mais je travaille beaucoup sur ce qui se voit pas, sur la mémoire. Je veux dire, j'ai lu tout ce qu'on a écrit sur Naples. J'ai dû coller 300, 400 images. Je peux vous dire chacune pourquoi elle est à tel endroit. Si au-dessous il y a une rue grecque ou romaine, voilà. Et donc mes dessins naissent de cette appréhension. Alors, du problème plastique que pose le lieu, d'un gros travail de dessin, et de ce que j'essaie de dire, et la façon de le dire par le dessin. Dans ce que tu essaies de dire, en fait, Naples, par exemple, c'est pas exactement positivement politique. En revanche, ce qui est politique, c'est le retour sur la longue période, sur l'histoire, sur l'âme de la ville, etc. Mais c'est quand même assez différent des cas où tu affiches Pasolini, ou bien où tu affiches en Afrique du Sud contre le sida, etc. Ouais. Mais je ne fais... c'est pour ça que moi, je n'emploie pas le mot affiche, parce que je considère je pense que, que les images que je fais sont... Parce que j'ai gagné ma vie en faisant des affiches pour gagner, matériellement, mais je sais que ces interventions-là sont exactement le contraire d'une affiche. Au fond, quand on fait des affiches, on essaie que l'image soit vue en éliminant tout ce qu'il y a autour, contre. Et alors que ces images-là n'existent que dans la relation la plus riche avec les lieux. Voilà. Et donc, au fond, ça se résume à ça. Mes œuvres, ce sont les lieux eux-mêmes exaltés, perturbés, troublés par la présence de mes images. Mes images, elles naissent de cette appréhension du lieu et je viens la réinscrire. Et quand ça fonctionne, c'est ça. Ces images, nous avons vécu avec ma femme Michel, qui est niçoise. C'était un parcours extraordinaire. Ça valait tous les discours, tout ce qu'on pouvait dire à propos de cette situation qui s'est passée en Afrique du Sud. Oui, les Niçois ont été... Ce sont des prologues extraordinaires. Et beaucoup de Niçois m'ont remercié parce qu'on était humiliés de ce jumelage, toute la ville. Et j'ai eu on m'a beaucoup remercié d'avoir fait ça. Moi, vraiment, c'est resté dans... Voilà. Et un peu d'ironie, j'ai offert tous les dessins préparatoires à la ville de Nice. Et c'est Estrosi qui a dû les recevoir, me remercier et tout. C'était pas mal. Bon, je vais passer la parole à Antoine Lénary qui va s'occuper de notre deuxième star. Cher Costa et cher Régis. En fait, je me fais le messager d'une réflexion collective qu'on a eue en préparant la table ronde, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, il y a un effet miroir assez rigolo dans vos trajectoires, qui nous a fait sourire. Donc, si on résume, Régis, ça ne t'aurait pas dérangé d'être une star de cinéma. C'était un peu le plan initial. Tandis que toi, Costa, initialement, tu aurais bien inondé les librairies de livres. Et alors finalement, ça s'est mal passé parce que vous vous êtes reconvertis l'un et l'autre.
avec un succès qu'on qualifiera d'encourageant. Et d'ailleurs, tout s'est joué dans la même rue du 5e arrondissement. Costa, en arrivant à Paris, tu as commencé des études de lettres à la Sorbonne, et tu as affirmé dans plusieurs entretiens que tu aurais aimé devenir écrivain ou à minima journaliste. Et avant que finalement tu ne tombes sur la Cinémathèque française rue d'Ulm et que tu finisses par intégrer l'IDEC, qui deviendra la FEMIS. Régis, c'est tout le contraire. Tu as longtemps fantasmé une carrière de cinéma, tu as même songé à intégrer l'IDEC, pour finalement être rabroué par ton professeur de philosophie, Muglioni, qui t'a dit n'y songez même pas. Et alors tu as beaucoup fréquenté la Cinémathèque française rue d'Ulm. Tu es parti au Venezuela en 1963 avec Peter Kassovitz et une caméra prêtée par Chris Marker. Et finalement, carrière avortée, tu es devenu un homme de l'écrit. Alors, tu as souvent fait part de tes états d'âme à l'égard du cinéma dans tes livres. Et j'ai un extrait que j'aime beaucoup, D'un siècle l'autre, qui résume, je crois bien, ton rapport à l'image et au cinéma. Je me permets de le lire. Les élucubrations des écrivains ne m'ont jamais remué comme le font les images et les gens d'images. La crucifixion du Tintoret, l'inventeur du cinéma. Le générique de Touch of Evil d'Orson Welles et la dernière séquence des Parapluies de Cherbourg. Impossible là-devant de ne pas avoir les larmes aux yeux. Je n'aurais pas aligné tant de vaines pages si j'avais choisi au départ la bonne, la seule école en prise sur notre temps, celle où s'apprend le cinéma. Vouloir agir sur les esprits par des mots n'est pas un projet sensé. Aucun discours ne tient devant une belle toile ou un grand film qui font plus et mieux qu'élucider, ils émeuvent. Ce sont eux qui passent intacts d'un siècle à l'autre pour la simple raison qu'ils peuvent nous prendre à la gorge. Il m'en aura fallu des zigzags pour trouver finalement le poteau rose. Ce sont le corps et le cœur qui décident de nos actes, en sorte qu'il est totalement inutile d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Alors, quand on te lit bien, Régis, tu nous dis en fait que les gens sérieux à cette table et dans cette pièce, ce sont les gens de la vidéosphère, ce sont les producteurs d'images, les travailleurs de l'image. Donc Costa, Ernest, Christophe, Julien, vous êtes les gens sérieux ici. Et donc on a eu des difficultés à trouver des photos de vous deux, Costa et Régis, mais on en a trouvé une. Julien, je ne sais pas si... Voilà. Une photo de vous deux, donc c'est 1975. Le régime franquiste avait condamné à mort 11 militants et militantes basques. Et vous étiez dans le Grand Hôtel de Madrid pour lancer un appel et vous avez été refoulé par la police du régime. Donc il y a Costa, Régis, on voit Michel Foucault également. Vous étiez accompagné de Jean Lacouture, Claude Mauriac. Et Montand, oui, qui lisait l'appel. Voilà. Donc je ne sais pas si Costa, tu as un souvenir de cet épisode. Oui, très bien. Je me souviens très bien parce que quand on a appris ça, on l'a appris avant par Simone, qui avait rencontré la veuve du condamné et qui avait appelé tout de suite François, qui était dirigé par Pierre... Lazareff. Non. Lazareff. Bref. Et il avait dit qu'il faut faire quelque chose. Et il avait publié la première page de François, la photo de la femme. Et c'était formidable parce qu'à l'époque, François n'était pas du tout un gouvernement pour ce genre de photos et d'articles. Mais Pierre Lazareff, ami de Simone, l'avait publié, il l'avait fait. Bon. Et la situation s'est poursuivie. Et puis un jour, il y a eu une réunion avec Régis, Chris Marker, je ne sais pas qui, et peut-être pas tous. Foucault, là. Foucault, oui, chez Simone et Yves, et on a dit qu'est-ce qu'on fait? Il faut signer une pétition, il faut faire ceci, il faut cela. Et j'ai dit à un moment donné, pourquoi on n'y va pas? Ils se sont regardés, et ils ont dit, Montand a dit, ah oui, allons-y. Voilà, on est parti comme ça. On est arrivé, on avait loué
Georges Saint-Prin, qui ne pouvait pas venir, bien sûr, parce qu'il était condamné déjà en Espagne, il avait téléphoné à des amis, il nous avait tenu une place dans un grand hôtel au centre de Madrid, et nous sommes allés directement, nous avons commencé à expliquer aux journalistes qui étaient prévenus pourquoi nous étions là, et 3 minutes après, la police est arrivée, et nous a embarqués, et nous a envoyés directement à l'aéroport. Voilà l'histoire. Bon, c'est un beau document. Ah oui. Alors, moi, je crois que c'est impossible quand même de ne pas revoir un petit bout de Z hein, quand on a que ça à la table. Qui nous envoie la séquence? Combien de millions de spectateurs, Z? 3 millions, 4 millions? Combien de millions de spectateurs, Z? 3 millions ou 4 millions, je crois. Je ne sais pas, en France, il a dû à peu près plus de 5 millions, mais après, on ne sait pas, ça passe à la télévision, tout ça. Mais dans le monde entier, on n'a jamais pu savoir exactement, c'était très compliqué. C'est clair, maintenant, qu'ils veulent éliminer tous les témoins gênants? Maître, j'ai instruit cette affaire et je n'ai pas besoin de vos conseils. Ils ont appris que j'avais des révélations importantes à vous faire. Et en venant ici, une voiture a essayé de m'écraser. Tu es tombé. Et tu t'es cogné contre le trottoir. Mais non! On m'a frappé. J'avais rendez-vous avec le juge parce que j'ai la preuve de l'assassinat du député. De l'accident. Vous pensez une tentative d'assassinat? Qui êtes-vous? J'étais à la manifestation, j'ai tout vu. J'ai même des photos. Merde, c'est pas lui! Je t'avais bien dit que c'était pas lui! Plus de photos. Plus de photos. Il paraît qu'on veut assassiner le docteur. Et alors, c'est pas la première fois, non? De toute façon, chacun de nous a pris ses risques. Pourquoi les idées que nous défendons provoquent-elles une telle violence? Où la puissance explosive des bombes atomiques stockées correspond à 1 tonne de dynamite par habitant. Attention! Député blessé. La police a vraiment été au-dessous de tout. Un accident de la circulation, un accident stupide. Vous l'avez bel et bien sur les bras, cet assassinat. Vous vous égarez, mon ami. La police a déjà des preuves que c'est un accident. Le coup mortel est celui reçu sur le crâne. Et il n'a pu être donné que par un instrument du genre matraque. Quoi, un coup de matraque? Mais donc, Osmelkil, ces médecins, vous allez nous foutre dans un... Vous êtes le seul maître à bord avec votre conscience. Et après Dieu. C'est tout à fait par hasard, bien sûr, que vous vous trouviez sur les lieux de l'assassinat. Vous avez dit assassinat. J'écris assassinat, monsieur le juge? Ils le savent déjà. Bien sûr, madame. Et ça ne fait que commencer. Quel casting! Par quoi commencer? Parce que voilà, c'est un film que nous avons souhaité faire, tous ensemble,
mais qui a eu des difficultés énormes au départ pour être fait, pour trouver là. Georges Semprin, dans la continuité, Georges Semprin, Georges, comme je l'appelais moi, m'appelait un matin, m'a dit, tu as vu ce qui est arrivé en Grèce? Je lui ai dit non, c'était 6 heures du matin, il m'a dit, les militaires ont pris le pouvoir. Voilà, ils font une dictature. Et j'ai dit, il faut qu'on discute. Quelques heures plus tard, on s'est rencontrés tous ensemble. Régis n'était pas encore là. Nous étions là en 67. Et on s'est rencontrés. Chris Marker est venu aussi. Il y avait Georges, il y avait Jorge, il y avait Montand, Signoret, Michel. Et on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors on faisait à l'époque des pétitions ou des sittings, qui avaient un sens très, très puissant, très fort, pour avoir une presse très forte pendant 2 ou 3 jours, ou peut-être une semaine, et après ça s'évaporait, et puis ça s'oubliait. J'ai pensé qu'il fallait faire quelque chose de plus. J'ai réfléchi, et j'ai appelé Georges le lendemain, je lui ai dit, je voulais te voir. Je le vois, j'avais lu un livre écrit par Vassili Vassilikos, qui n'était pas encore traduit il était en traduction chez Gallimard. Je lui ai raconté l'histoire, et qu'il connaissait déjà, dans les grandes lignes. On a appelé chez Gallimard pour voir si la traduction était finie, mais elle n'était pas finie. Alors on s'est rencontrés avec Georges, et je lui ai raconté la ligne que je souhaitais faire par rapport au livre. Il me dit, faisons-la. Mais il fallait trouver un peu d'argent. Je suis allé aux artistes associés, United Artists, donc M. Lepère, qui était le patron de la distribution en France et aussi de la production, il souhaitait faire un film avec moi, après mes 2 premiers films précédents qui avaient assez bien marché. Eh bien, je lui ai expliqué l'histoire, il me dit, mais tu es fou, tu ne vas pas faire ça. Nous, écoute, finalement, il a accepté de payer Georges, seulement. Et pour voir. C'est vrai qu'on a travaillé, on s'est isolés tous les 2 pendant 1 mois, et on a travaillé jour et nuit, et on a fini une première continuité, mais un premier scénario. Je retourne. Entre-temps, j'avais fait lire à Simone, à Yves et à Perrin, que je connaissais bien, j'avais travaillé avec lui. Ils étaient enthousiastes. J'arrive chez M. Lepère, je lui dis, Elias, voilà. Il le lit, ou il le fait lire à quelqu'un, parce que c'était comme ça avec les Américains. Lui, il parlait parfaitement le français. Il me dit, tu es fou, nous, on ne peut pas faire ça, parce qu'on va être interdit en Grèce si on fait un film comme ça, comme on était interdit en Espagne, parce qu'il avait fait un film où il y avait des réflexions contre Franco à l'époque. Voilà. Bon, on est trouvé comme ça. On continue à contacter les acteurs, et tous les noms que vous avez vus, dans le mois qui a suivi, ils avaient tous accepté de faire le film. Alors on arrivait avec une liste énorme d'acteurs, et d'acteurs prestigieux tous à l'époque, et tout le monde disait non. Qui va s'intéresser à une histoire grecque avec un... Ce qui était formidable dans le livre, pour moi, c'était les juges. Ouais. Les juges qui appartenaient à une famille plutôt conservatrice. Sa famille était... Son père, je crois qu'il était dans la police. Ils lui ont donné cette affaire en se disant on va le manipuler complètement. Ben, il n'avait pas manipulé du tout. Il a fait ce qu'un juge doit faire. C'était fascinant. Jusqu'à inculper les militaires. Ce qui était aussi quelque chose qui n'était jamais vu. Pas seulement en France, mais je pense que dans d'autres pays. Bon. Ça, c'était une chose qui m'avait profondément intéressé, et tout le monde. Bien. Je dis à Jacques Perrin un jour, après avoir cherché beaucoup d'autres producteurs, ayant des refus partout, autres refus en Italie ne voulaient pas qu'on tourne dans une ville italienne. Les villes françaises ne correspondaient pas du tout à Salonique, à l'époque, qui était une ville un tout petit peu du tiers-monde, disons-le. Et j'appelle Perrin, je lui dis, le film ne se fera pas. On ne trouve ni de producteurs, ni le lieu pour le faire. Il me dit, est-ce que tu connais Alger? Je ne connaissais pas Alger. Il dit, allons-y, nous allons à Alger. Je vois la ville, on fait le tour, avec un ami à lui qui s'appelait Lakhdar Rabina, bon metteur en scène, très bon, il a eu même un prix à Cannes, qui était fasciné aussi par le sujet. Il dit, il faut le faire ici. Il le donne au ministre des... Il n'y a pas de ministre de la Culture, mais ministre de... Enfin, je ne sais pas quoi, qui était responsable du cinéma. Et 2 jours après, il revient, il dit, on peut le faire ici. Alors, j'ouvre une parenthèse. Qu'est-ce que j'apprends après que le film avoir été fait, et que plusieurs années après, qu'il le donne au ministre, lequel ministre lui dit, mais tu es fou, nous sommes des militaires au pouvoir, on ne va pas faire un film contre les militaires au pouvoir.
Lagdar, qui est un type cinéaste très aimé, et va directement à Boumedienne. Il le présente au Boumedienne qui a la même réflexion, et après un moment lui dit non, faisons-le. Ce sont des fascistes, nous sommes des révolutionnaires. Et le film s'est fait à Alger dans des meilleures conditions possibles, pas pécuniaires, parce qu'il n'avait pas d'argent à l'époque, c'était 4-5 ans après la libération, mais on avait trouvé les premiers argent pour faire le film. Et on le fait là-bas très bien. Eh bien, et une autre parenthèse, tous les acteurs et tous les participants ont accepté de faire le film avec un minimum de salaire et avec un éventuel pourcentage. Voilà. Bien. Le film sort, il ne fait rien les premiers jours. Vous savez, la première représentation au film, on vous appelle, on vous dit ça va marcher, ou ça va être comme ça, ou ça ne va pas marcher du tout. À la première projection. Premier jour, peu de choses. Deuxième jour, pareil. À la fin de la semaine, nous allons avec Jacques Perrin aux salles de Champs-Élysées, et le propriétaire de la salle nous dit je ne sais pas ce qui se passe avec ce film, ils ne viennent pas, ils sont très peu nombreux, mais vous avez 25-30 personnes dans la salle, ils applaudissent à la fin. Je n'ai jamais vu ça. Voilà. Et puis le film continue, ils maintiennent quand même le film, et il commence à marcher. Et ça reste pendant 44 semaines en exploitation. Et il commence à être vendu un peu partout. Voilà. Ce qui s'est passé avec ce film, qui était un miracle pour nous tous. On n'en revenait pas tous, n'est-ce pas? Alors, le producteur, c'était qui, finalement? Le producteur, c'était qui? Alors, le producteur à l'Algérie, quand on a su qu'on allait le faire, le film, je dis à Jacques Perrin, il faut un producteur, tu vas être toi. Parce que c'est toi qui nous as amenés ici, voilà. Et c'est comme ça. Alors, il y a eu des journées étonnantes, parce que Jacques jouait dans le film, et en même temps, il avait des coups de téléphone partout pour vendre le film. Il était acteur assez connu en Italie, un peu partout. Et il me dit un jour, il m'appelle, il me dit, tu sais, les Italiens nous donnent $30 000, mais cash. Et pour rien. Cash, ça veut dire que si le film marche, on ne touche rien. Et je lui dis, écoute, vends-le. Il a vendu. Alors, le film a fait 3 millions en Italie. On n'a rien vu. Non, mais il y a des exemples comme ça un peu partout. Et ça a été vraiment quelque chose de très, très unique. Jusqu'au jour où un producteur, un distributeur, propriétaire des salles, Rugoff, de New York, il dit, je vais acheter le film. Jacques, qui commençait à devenir un vrai producteur, lui dit, il y a d'autres demandes, etc. Il dit que je vous donne ce que vous voulez. Voilà. Et le film a été vendu en Amérique, très très cher. Et il a fait en Amérique une carrière, si je puis dire, considérable. Voilà. Et partout dans le monde. Une autre chose qui est arrivée avec ces films aussi, de temps en temps, Jacques Perrin m'appelait, il me dit, tel pays achète le film. 2 ou 3 ans après, parce que le pays a changé de gouvernement. C'est le film. Et c'est pour dire, voilà. Et alors, je voulais qu'on regarde quand même très, très peu, mais quelques minutes de Missing, qui est un film, on va voir un morceau de séquence de la fin, qui est un film, moi, qui m'avait beaucoup troublé aussi, et qui se trouve être aujourd'hui tellement proche de notre quotidien, enfin de notre aujourd'hui. Tu nous envoies le Missing? We've been trying to reach you all morning. I think we may have some good news for you. Oh, what would that be? That my son was executed in the stadium 3 days after his arrest. Wait, who told you that? Ed, wait a second. Oh, good counsel, you found him. Mr. Harmon, this is Mr. Samuel Cross. Gentlemen, perhaps we'd be more comfortable over here. Mr. Cross is a journalist with good access to left-wing circles down here. And he's dug up some interesting information about your son. I believe that your son's alive and well, Mr. Holman. Captain Tower asked me to make inquiries about Charles's whereabouts. I spoke with a guy who's currently helping political refugees escape. He told me his organization has secured credentials for 3 Americans to leave Santiago. One of them was your son. Where is he? He's in the north. He should be out of the country sometime next week. Can I contact him? No, I'm afraid you can't. But our lay odds is home in New York before you are. Please get him out of here. Now, I said please get him out of here. I want to speak to the 2 of you alone. Mr. Cross, thank you very much. Mr. Horman has some new information of his own, Mr. Ambassador, and I'll check it out right away. Yes, you do that. You call General Lutz.
reason to believe that my son was killed by the military. Where'd you hear that? I do not think that they would dare do a thing like that unless an American official co-signed a kill order. Don't you think that's a hell of a statement, especially considering we're here to protect American citizens? Mr. Horman, this mission has done everything humanly possible to locate your son. I think you knew he was dead from the start. If we knew, why wouldn't we tell you? I don't know that, but I'm going to find out. Why would we want him dead? Probably because he knew of our involvement in the coup. We're not involved, Mr. Horman. Our position has been completely neutral. That is a bald-faced lie. How can you say a thing like that when you have Army colonels, you have naval engineers, they're all over Viña del Mar? Please, sit down. Look, it's very obvious that you're harboring some misconception regarding our role here. What is your role here? Besides endorsing a regime that murders thousands of human beings? Let's level with each other, sir. If you hadn't been personally involved in this unfortunate incident, you'd be sitting at home, complacent, and more or less oblivious to all of this. This mission is pledged to protect American interests. Our interests, Mr. Hamilton. Well, they're not mine. There are over 3,000 U.S. firms doing business down here, and those are American interests. In other words, your interest. I'm concerned with the preservation of a way of life. And a damn good one. Regardez ça. Quelques mots, Costa, sur ce... C'est amusant parce que quand nous parlions avec Pierre-Marc, pour ce qu'on allait faire ici, je suis tombé sur le New York Times avec cette phrase qui correspondait toujours avec la phrase qui disait l'ambassadeur 40 ans après, parce que j'avais fait le film il y a une quarantaine d'années, 81, 82. Donc je lui ai proposé de faire cette espèce de parallèle, c'est que le cinéma peut faire facilement. Voilà. Alors ce film, après le succès des Zen en Amérique, on m'a envoyé des tas de scénarios, les compagnies m'ont fait des propositions. Moi, ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas parce que je préfère rester en France et faire des films en France. Et puis un jour, j'ai reçu un scénario avec le livre sur lequel était basé, sur une vraie histoire, et le scénario fait par une grosse compagnie américaine. J'ai lu les deux et ça ne m'a pas intéressé parce que c'était une sorte de parcours de l'Amérique latine vu par un jeune Américain très intéressé d'ailleurs par ce qui s'est passé, mais enfin, c'était trop compliqué, trop facile. Mais il y avait un passage à la fin du livre où le père allait chercher son fils disparaissait pendant le coup d'État au Chili, et le père va le chercher. Et le père n'aime pas beaucoup les fils, parce qu'il trouve qu'il est un peu gaucho, il est un peu moderne, il ne le déteste pas. Et il va là-bas, il approuve le coup, comme beaucoup d'Américains, parce qu'on n'allait pas laisser faire un pays communiste au milieu de l'Amérique latine. Donc, il va avec toute la confiance qu'on peut avoir à son ambassade. Et pendant 15 jours, on les traîne un peu partout. Il ne croit pas beaucoup à sa belle-fille qui lui dit « c'est pas ça ». Mais il n'en comprend pas du tout jusqu'à un jour, il apprend que son fils a été exécuté. Et suit la scène que vous venez de voir. Voilà. Et le père finit peu à peu par découvrir son pays et ce qu'il fait en Amérique latine et dans le monde, et découvrir aussi son fils. Et à la fin, voilà, sa position pour l'ambassade, voulait l'avoir, à l'ambassade voulait l'avoir, et il aime beaucoup son fils, il commence à comprendre son fils. Voilà ce qui m'a intéressé essentiellement, c'est-à-dire une histoire de famille, de père et de fils, dans une situation absolument possible. On a pu tourner ce film au Mexico, parce que c'était le seul pays en Amérique latine où ça pouvait se tourner, et ça a pu se tourner grâce à Universal, qui était une compagnie qui est toujours d'ailleurs très traditionnelle, et qui s'est imposée. Personne n'osait dire quoi que ce soit, Universal était... Donc on a pu tourner le film, parce qu'il y avait une sorte d'architecture et une sorte d'ambiance qui pouvait correspondre au Chili, qui est d'ailleurs une situation
géographiques tout à fait différentes. Ah oui. Enfin, finalement, on a réussi à le faire là, et ça a été crédible. Et le film a été très, très bien. Nous étions à l'époque de Nixon, n'est-ce pas? Très bien exploré par Universal, parce qu'il a fait la première à Washington, dans une grande salle, où il avait invité beaucoup de monde. Et à la fin de la salle, il y avait le patron Universal, il me dit, regardez. Il y a beaucoup de gens qui sont partis en faisant la gueule, et d'autres qui sont restés très souriants. Et le State Department a fait, ce qui est très rare, une déclaration là-dedans contre le film, disant ça n'est pas ça, notre position au Chili c'est ceci, c'est là. Et puis le film, il y a eu des prix, il y a eu des Oscars, l'Oscar du meilleur scénario, et puis un autre, et puis il y a eu le prix à Cannes, etc. Voilà, ça a été accepté un peu partout. Et l'idée la plus difficile, si vous voulez, pour Universal, la bataille que nous avons eue, c'était prendre Jacques Lemmon. Jacques Lemmon qui était considéré comme un acteur comique, en tout cas léger. Et quand je dis ça, la réunion qu'on a eue avec tous les membres de Universal, ils m'ont regardé, ils disent, mais on fait un film comique? J'ai expliqué le pourquoi. Ils n'ont pas accepté. Alors, le producteur, qui est un type formidable, parce que le producteur, c'est quelqu'un qui comprend de l'extérieur, produit le film, qui travaille pour Universal, comme le metteur en scène. Donc il m'a dit, non, on va continuer à travailler. Ils m'ont proposé par la suite Gene Hackman. Et dans une autre réunion que nous avons eue, j'ai dit au patron de l'Universal, il dit, écoutez, Gene Hackman, quand l'ambassadeur lui raconte des choses comme ça à la fin, il va lui casser la gueule. Il dit, ça ne va pas être les gentils américains, le mid-class, très patriote, qui va être quand même un peu gentil à la fin. Voilà. Et finalement, ils ont fini par l'accepter. Et il dit, bon, et le producteur a dit d'ailleurs un jour, il m'a dit, bah, il nous le donne. Voilà, on l'a donné et on a fini le film avec lui. Et je pense que c'était une très, très belle réussite pour le film, parce que d'abord, il a eu le prix à Cannes, le prix d'interprétation. Il a eu d'autres prix, il a fait la Palme, etc., le film. Donc, il a fait une carrière poussée par les Américains, par Universal, même dans des pays où c'était comme ça. Mais alors, en France, qu'est-ce que j'ai entendu comme insulte? Ah oui. De droite, pour avoir fait un film anti-américain. Voilà. Or, les Américains avaient fait le film. Parce que quoi qu'on dise pour les Américains, il y a quand même beaucoup de gens très bien qui n'acceptent pas ces situations-là. Voilà. Ouais. Et rendez-vous compte quand même qu'on est en train de parler de ça sur le lendemain. Une des conditions que j'avais dit tout de suite au producteur, je dis, moi je vais faire le film, mais à condition que la post-production, que j'ai le droit définitif pour le casting, ce qui n'arrive pratiquement jamais, et aussi le scénario et le montage. Parce que c'est là où interviennent toujours les représentants de la compagnie pour changer des choses, pour faire intervenir, etc. Et aussi faire la post-production du film en France. Ils ont tout accepté. Et les 3 films que j'ai faits en Amérique, enfin pour les Américains, c'était dans les mêmes conditions, ils avaient accepté. Donc on était après en liberté pour faire le film que j'avais envie de faire, que nous avons vu avec les acteurs envie de faire. Et vous risquez d'avoir à faire un nouveau film au Chili? Oui. D'ailleurs, le film, ça fait combien 35, 40 ans qu'il a été fait, il continue à faire des jeux en Amérique. Ouais. Merci infiniment, Costa. Alors maintenant, pour finir, je vais passer la parole à nos amis de l'image. Donc Julien Schickel qui est là, et puis Christophe Réveil. Mais on va commencer par un petit bout de cinéma qui va faire tellement de bien, vous allez voir. Je ne sais pas moi, enfin si j'étais étudiant, hein, en ce moment, un garçon surtout, pas en âge, enfin d'un type qui n'a pas fait de service militaire, moi je penserais aux événements d'Algérie, pour la guerre d'Algérie. Tu t'en fous de cette question-là, la guerre d'Algérie, non? Mais non, on s'en fout pas, parce que... Mais ne serait-ce que pour cette raison, c'est qu'un jour, enfin je sais pas, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 10 ans,
Eh ben, il y aura des sujets prodigieux de films sur la guerre d'Algérie. T'es un esthète, alors à ce moment-là, tu parles des films futurs que tu voudrais faire sur la guerre d'Algérie. Bon, bah très bien. Si la majorité des Français manifestaient leur opposition, mais manifestaient publiquement. Mais pour quel but? Pour faire cesser cette guerre absurde. Cette guerre dure depuis 6 ans. Et ça, c'est la première chose à dire. On oublie tout le temps de la dire. C'est-à-dire, on s'installe dans une sorte d'habitude consentie, dans une sorte de consentement à un état de fait. En fait, il se passe là-bas des crimes qui ne sont pas des erreurs, qui sont des faits, et que la plupart des gens refusent de voir. Il faut parier, et il faut faire parier les Français sur cette idée que, finalement, les hommes peuvent crever cette guerre. L'idée du cinéma vérité, c'était un peu ce cinéma où désormais, sur le vif, dans la rue, n'importe où, la parole est donnée. Moi, je sais que je me suis senti concerné une fois, une seule, mais vraiment physiquement. Ce qu'il y a aussi dans ce film, c'est qu'on a fait intervenir Régis Debray jeune, qui évidemment n'était pas encore le Régis Debray qui avait été trouvé à Cuba, qui avait écrit Révolution dans la Révolution, etc. Moi, j'avais connu Régis Debray, étudiant, pour qui j'avais une vive sympathie. On vivait tout de même dans l'histoire. L'histoire était un problème. Et c'est pourquoi je parle de Camus, de Sartre, tout de même, c'est les mains sales, c'est l'engagement, la guerre, la violence, choisir son camp, la lutte des classes, enfin tout ça c'était très très présent à l'époque, c'est évident. Et, voyez-vous, on embellit ou on dramatise 50 ans après, mais je me souvenais avoir fait un appel véhément à la désertion. On s'en fout. Non. Politiquement, ça n'a aucune importance. Oui, Régis. Je crois que... Un appel que je ne retrouve pas dans ce film, peut-être n'a-t-il pas été... peut-être y a-t-il eu un problème de bobine à ce moment-là. Et c'est vrai que je nous trouve très retenus, très prudents. On donne l'impression de tourner autour du pot. En fait, moi, ma position était très claire. Il fallait déserter. Ah, quiétude. Voilà, je tombe sur un excellent chapitre qui parle de l'amour et de la solitude. Ah, beau. Ben oui. Il y a ça dans Cuvillier? Ben oui, mon vieux. Il y a même les 3 sens du mot amour. Vas-y. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. Alors, t'as l'amour de la valeur, t'as l'amour de l'individu, mais là, c'est très mal considéré. Et alors, t'as l'amour sexuel, faut bien le dire. Quoi. Le dégoûtant. Oui, ça, il le dit d'ailleurs. Il le dit? Oui. M'étonne pas. Tu vois où mène la philosophie. Oui. Voilà. Moi, quand je lis de la philo, la plupart du temps, je pense pas à ce que je lis des mots. Et je suis assailli de tas de pensées obscènes. Non, non, moi je suis triste comme tout. Les individus, l'individu, l'homme, tout ça est horrible. C'est plein de méfiance, c'est dégueulasse. Ouais, il travaillait. Oh, tu me fais chier. À revoir aujourd'hui certaines scènes, notamment avec Jean-Pierre, je suis frappé par une certaine désinvolture. Est-elle affectée, une certaine manière, comme ça, de laisser aller un peu ostentatoire, qui fait un peu dandy, n'est-ce pas? Une sorte de dandysme qui était celui de l'époque, ne pas être dupe de son jeu, être un peu à distance de soi, un certain humour, voilà. Ce qu'il y a de très beau dans le film, c'est qu'on passe d'un naturel qui est finalement très faux, par exemple une conversation dans la rue qui ne veut strictement rien dire, à un gros plan sur Marie-Lou qui ne lui arrive jamais et qui est extrêmement beau et qui est sans doute beaucoup plus vrai. Et c'est le passage de l'un à l'autre qui fait tout l'intérêt du film. C'est ça. Alors, les dizaines d'images. Alors, comment on fait? Eh bien, alors, qu'est-ce que vous diriez de votre relation, vous, à Régis? Parce que ça commence comme ça. On commence comme ça. Tu veux commencer ou Vas-y, ouais, je préfère. Moi, j'ai découvert Régis, du coup, contrairement à Antoine, pas du tout sur YouTube, mais en le lisant. Je me souviens que j'avais lu en fait l'article Serez-vous démocrate ou républicain, et qui m'avait fasciné.
Et cette américanisation dont Régis parlait m'a toujours semblé venir du cinéma. Et moi qui aime lire, je suis passé à l'image, notamment aussi pour espérer changer la forme et justement lutter avec mes modestes moyens contre l'américanisation en proposant des formes, en essayant de proposer dans mon travail de monteur, moi je suis un technicien, des formes moins américaines de récit, on va dire. Voilà. Et puis j'ai été amené à rencontrer Christophe, notamment sur du documentaire. Et je laisse la parole à Christophe. Non, moi, alors je suis très très timide, donc je vais essayer de garder le cap. C'est très difficile de parler derrière Ernest Pignon-Ernest et derrière Costa Gavras pour moi, parce que ce sont comment on va dire, des phares quoi, qu'on essaye de suivre sans jamais espérer les atteindre. Je le dis sans fausse modestie. Et c'est encore plus difficile parce qu'il y a deux personnes de l'ombre, et moi c'est les gens de l'ombre qui m'intéressent. Et c'est pour ça que Régis m'a intéressé d'ailleurs, parce que c'est jamais, il n'est pas ministre, il est secrétaire d'État, il n'est pas guerriero, il est agent de liaison. Et de parler devant Michel Régavras et Isabelle, c'est deux personnes qui m'intéressent parce que notamment c'est grâce à Isabelle que je suis là, c'est grâce à Isabelle que je peux faire beaucoup de choses autour de Régis Debray et autour des survivants du Tché, parce qu'il y a deux documentaires qui se font en miroir autour et avec Régis. Et Michel Régavras, pardon, je sais que vous êtes, mais pour moi vous avez fait, vous êtes allé à Camille, vous êtes allé à la Higuera après la mort du Tché. Quand c'était beaucoup plus risqué que quand nous on y allait. Nous on a affronté les veuves noires et les serpents à sonnette, vous avez affronté la CIA. Donc j'ai vraiment même une émotion, j'ai jamais osé vous approcher d'ailleurs quand on se croise, parce que pour moi vous êtes une guerrière quoi. Vous étiez aussi vous avez été 6 mois avant arrêté parce que vous êtes allé faire un reportage sur les Viet Cong. Vous étiez à Camiri pendant le procès de Régis, j'aurais 1000 questions à vous poser, que maintenant je vais peut-être oser un jour faire. Voilà, et puis, donc moi, mon rapport avec Régis, c'est que, comme dirait Stéphane, qui est là dans la salle, quelqu'un avec qui je travaille, qui est un grand monsieur, c'est un Indien, Régis, donc comme il efface ses traces et qu'on est obligé d'aller chercher dans les documentaires des autres, dans ses écrits, ce qui s'est passé, tout ça m'a amené à me dire, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces mecs qui étaient avec Che Guevara? Il y a des mecs qui sont sortis vivants quand Che Guevara est tombé, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et donc le premier documentaire m'a pris 22 ans à faire, non pas parce que j'étais fou et que je savais que ça allait durer 22 ans, mais parce qu'il fallait le faire. Alors pourquoi il fallait le faire? Et c'est là où ma rencontre avec Régis. Moi j'étais un peu paumé dans la vie, ça n'avait pas de sens parce qu'il m'était arrivé un problème traumatique et je perdais la mémoire. Et je me suis dit putain, mais ces gens-là ont mené un combat plus grand qu'eux, ils m'intéressent et en fait ils me donnaient un sens. Je me suis dit leur témoignage m'aide à comprendre pourquoi ça vaut le coup de continuer. Donc j'avais l'impression qu'ils me sortaient un peu de mon nombrilisme. Et voilà, je me suis intéressé à eux et petit à petit on remonte le fil et à chaque rencontre il y a un film potentiel à faire. Mais on a essayé d'en faire un déjà et au montage de ce premier documentaire on s'est dit putain mais tout ce qu'on jette sur Régis, il y a un documentaire à faire autour de Régis. Et je termine là-dessus, et comme je travaille avec les acteurs en parallèle, je coach les acteurs, je me suis rendu compte que le scénario c'est une partition de musique très importante. Mais moi, mon travail avec les acteurs, c'est de travailler sur les silences entre les notes. Et je me suis dit avec Julien que sur ce deuxième film qu'on est en train de faire autour de Régis, pour comprendre Régis Debray, il ne faut pas essayer de faire un biopic sur le scénario de la vie de Régis Debray, mais plutôt d'essayer de comprendre ses silences, son incomplétude, quoi, comme diraient les intellectuels. Alors comme j'ai vu que c'était très bien d'amener des bouquins, je me suis dit, allez, comme t'es con par rapport aux autres, amène des bouquins, comme ça tu feras intelligent. Mais voilà, ma seule névrose, c'est de beaucoup lire et d'aller puiser. Donc hier soir, je me suis dit quand même, tu vas être avec Costa Gavras. Et heureusement, j'avais lu la bio quand elle est sortie. Et ils ont quelque chose en commun, Costa et Régis, quand même s'il y en a un qui est vidéosphère et graphosphère, c'est qu'il y a de l'image. Il y a beaucoup d'images, en fait, même dans les écrits de Régis Debray. Et il a le sens de la formule, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut peut-être... Ouais. Alors, quand on avait parlé de cette hypothèse de projet, ça, vous m'avez dit, ouais, ok, mais faut quand même, ce qui nous intéresse, nous, il faudrait le dire, c'est la transmission de la lutte et la bataille mémorielle. Alors, allez-y, sur la transmission de la lutte. Moi oui, donc l'idée qu'on a eue avec Christophe, c'est pendant qu'on montait le premier film sur les survivants du Tché,
où on s'est rendu compte, enfin, je ne sais plus d'ailleurs c'est lequel de nous deux qui a dit ça, mais on s'est rendu compte d'une sorte de ressemblance étrange dans l'énergie entre Swann qu'on connaissait et Régis jeune, une sorte de nervosité, de beauté d'ailleurs. Et on s'est dit, il faut trouver un moyen de faire un film où Swann et Régis, ou Régis et Swann. Et comme Christophe a travaillé finalement sur deux choses depuis que je le connais, depuis 25 ans, c'est Les Survivants du Tché et le travail de l'acteur, on s'est dit pourquoi ne pas faire un film qui, à travers le travail de l'acteur, pourrait parler des luttes de Régis. Et donc, plutôt que faire un biopic, on s'est dit que le mieux, c'était de montrer le film en train de se faire. Donc, de montrer la rencontre de l'acteur avec son rôle, puisqu'on en avait l'occasion, et ensuite de montrer même l'écriture des scènes, le jeu des scènes, donc c'est ce qui va venir après, on commence tout juste le projet. Mais voilà, jusqu'à finalement, jusqu'au début du tournage, qui serait la fin de notre film. Voilà. Je te laisse la parole pour la peine. Non, oui, c'est qu'il y a eu plusieurs pistes, parce que je pense à Stéphane qui est là dans la salle. On était allé voir Régis aussi, on avait une piste de faire quelque chose de plus fictionnel, puis ça s'est pas fait. On est reparti sur ce travail avec Swann et Régis, tout ça. Enfin, je le dis parce que Stéphane est un mec brillant et je tenais à le citer à cette table. Non, moi, c'est vrai, j'ai un problème avec la mémoire, en fait. Je le redis, hein, c'est que moi, ma mémoire s'efface. Et donc, Régis m'a beaucoup envoyé chier toutes ces années. Je dois beaucoup à Isabelle et là, à une troisième femme qui n'est pas présente, mais qui est Carmen Castillo, qui lui ont dit maintenant, il faut que tu lui fasses confiance, il va faire quelque chose de bien. Donc ça vous met une pression supplémentaire, parce que je ne sais pas si on va faire quelque chose de bien, mais on va le faire. Et non, c'est que je n'accepte pas, en fait, j'ai un combat contre la mort. Alors il ne faut pas le dire, parce que tout le monde a peur de la mort, mais je lutte contre la mort, donc j'ai perdu d'avance. Mais je me dis qu'il y a des gens qui sont précieux, dont Régis, et que ce serait bien qu'on fasse des choses autour de leur œuvre. Et je ne pense pas, moi, au combat vidéosphère-graphosphère, parce que je pense, comme Julien, que si un bon film, ou en tout cas un film, peut vous faire ouvrir des bouquins, et un bouquin peut vous donner envie de le mettre en image, enfin, moi, je vois plutôt il y a une transmission entre ça. Et la lutte est importante, sans doute. Alors moi, j'ai choisi le cinéma, je pense, par lâcheté, parce que je ne suis pas capable, moi, d'aller changer le monde. Enfin, je sais pas, il faut avoir un certain courage. Donc moi, ma lâcheté va dans le cinéma, quoi. Je prends le courage des autres et je le mets en image en disant, le gamin de 14 ans que j'étais, s'il tombe sur un film, j'aurais aimé tomber sur les œuvres de Régis plus tôt dans ma vie. Et voilà. Et je me dis, s'il y a un film... Ça, c'est toujours vrai. Ben oui, parce que ça... Mais Régis, il y en a quelques-uns, mais enfin, voilà. J'ai pas la culture des autres personnes qui sont à cette table, mais... Voilà. Et après, ce que j'essaye toujours de faire, c'est de m'entourer des gens plus intelligents que moi. Donc je sais qu'il y a Antoine qui est là et son frère qui m'ont aidé à travailler la voix off sur le premier documentaire. Moi, j'ai un stress absolu parce qu'il y a ma distributrice qui est dans la salle, il y a la productrice du deuxième film qui est dans la salle. Donc je suis en train de me dire, oh mon Dieu, elles vont se dire pourquoi on a parié sur ce garçon. Mais voilà, on essaye de faire des films autour de personnes intéressantes. Et Costa, qu'est-ce que tu penses de l'idée que le cinéma peut ou non changer le monde, ou non changer le monde, la politique, la situation? Comment tu l'as traversé, cette question? Je ne sais pas. On a parlé du cinéma politique, parfois du mien. Je ne revendique aucune paternité. Mais je pense que le cinéma peut participer à une certaine émotion par rapport à la politique, à une certaine connaissance de certaines choses, surtout le documentaire davantage. Mais je ne pense pas que le cinéma peut changer le monde. Le problème, pour en revenir à ce que disait Régis, à propos du doigt, très souvent on montre, et souvent les gens regardent les bijoux qu'il peut y avoir au monde. Et puis après, ils descendent plus bas, voir le visage. Si ça leur convient, ils le voient. Et puis, ils ne voient pas du tout la lune. C'est-à-dire, parce que la plupart des films ont quelque chose d'important, c'est-à-dire, le metteur en scène, important. Mais on voit le reste. Et on évite cela. Et c'est ça un peu de problème dans le cinéma, essentiellement. Alors puisque c'est l'image, c'est une question de regard et leur travail en cours et une sorte de construction de regard aussi, je voulais qu'on finisse par
un hommage à Chris Marker, qui est quand même un ami proche de Régis et de Costa. Et donc, voilà. Alors on a fait une sorte de tout petit montage, voilà, qui est en l'honneur de Chris Marker. Franchement, a-t-on jamais rien inventé de plus bête que de dire aux gens, comme on l'enseigne dans les écoles de cinéma, de ne pas regarder la caméra? Mon problème personnel était plus circonscrit. Comment filmer les dames de Bissau? Apparemment, la fonction magique de l'œil jouait là contre moi. C'est sur les marchés de Bissau et du Cap-Vert que j'ai retrouvé l'égalité du regard, et cette suite de figures si proche du rituel de la séduction. Je la vois. Elle m'a vue. Elle sait que je la vois. Elle m'offre son regard, mais juste à l'angle où il est encore possible de faire comme s'il ne s'adressait pas à moi. Et pour finir, le vrai regard, tout droit, qui a duré 1/25e de seconde, le temps d'une image. J'ai payé la tournée au bistrot de Nabil Dabachi. Ce genre d'endroit permet l'égalité du regard, le seuil au-dessous duquel tout homme en vaut un autre, et le sait. Alors, peut-être quelques minutes si vous voulez poser des questions à la salle, si vous avez des réactions, des envies de discussion avec Ernest, avec Costa, avec Julien, avec Christophe, avec nos amis. Bonjour, je veux dire d'abord l'émotion extrême que c'est de vous avoir tous entendus, tous tant que vous êtes, y compris les jeunes participants d'ailleurs. C'est très émouvant. 1967, Costa Gavras. Il y avait eu aussi Saint-Domingue, qui a beaucoup marqué nos consciences, à peu près à la même époque que le coup d'État en Grèce, en fait la prise du pouvoir plutôt en Grèce. Ça a été un double traumatisme qu'on ressent encore lorsqu'on se réfère à ces années, ou même sans s'y référer consciemment. Ernest Pignon-Ernest, magnifique, y compris l'explication de ce que vous avez fait et voulu faire, à la fois dans le périssable et dans le mémoriel, c'était vraiment magnifique. Merci. Oui. Et ma question, c'est celle par laquelle vous avez fini, c'est celle du regard et de l'autre, qui sont deux thèmes absolument sartriens, qui, pour moi, c'est peut-être une projection personnelle, parcourent peut-être, sont peut-être le lien entre tout ce qui a été fait et tout ce qui a été dit aussi, y compris par notre jeune ici présent, pardonnez-moi de n'avoir pas retenu votre nom, sur la difficulté de transmettre le regard à travers le cinéma, alors que ce soit l'image, le cinéma, l'écriture aussi, cette présence absolue de l'autre et de l'altérité, dans son maximal, évidemment, avec le soutien américain à la dictature, et dans son minimal, avec le regard qu'on a vu, et avec toutes les escalades de l'engagement que Ernest Pignon-Ernest a si bien montré à sa manière, qui est finalement, contrairement à celle du cinéma, pourrait-on penser, mais en fait non statique. Alors, je n'ai pas de questions à poser, je veux juste dire l'émotion extrême dont on peut être rempli lorsqu'on est de la génération de Régis et qu'on a connu ces choses-là et qu'on a en face de nous des personnages dont on mesure aujourd'hui l'ampleur de la présence, de la personnalité, de l'action par rapport à l'abominable resserrement, comme celui du corps, comme celui des artères qui se resserrent, l'abominable resserrement de la pensée, de l'image et de l'engagement aujourd'hui. Ce n'est pas une question. Non, mais pour le desserrement, on aura nos amis Kevin, Antoine et les autres, hein, et puis les cinéastes. Là. D'autres questions? Non? Eh ben, merci à tous. Et notre... Ah ben vas-y. Ernest. Non, mais simplement, je veux dire que les images sont tellement chargées de choses. Dans votre film, à un moment, on voit une affiche sur le mur. C'est Les Coréens. C'est une pièce de Vinaver. C'est la première fois qu'on parle de Maurice Audin. C'est dans cette pièce, il y a la femme de Maurice Audin qui demande aux huissiers. Voilà, c'est la première fois qu'on parle de l'affaire Audin. C'est dans la première pièce de Vinaver montée. Ouais. Donc c'est un document. C'est rare qu'on parle des Coréens. Voilà. Ouais.
C'est dans Chronique d'un été. Merci à tous et merci à Pierre Chèteville, le médiologue que j'ai dû oublier de citer tout à l'heure. Il est là avec nous.